Si j'ai pris la décision de présenter mon tout dernier livre, dont vous avez lu la couverture, Les papes et la France de Clovis et de Gaulle, c'est tout simplement parce que je sais pertinemment qu'en France, actuellement, pratiquement aucun média n'en parlera. J'aime les papes, j'aime la France, deux amours impardonnables dans ce qu'est devenu notre pays en 2023. Quand je pense, et cette évocation va peut-être surprendre, que la grande et généreuse Joséphine Baker en 1931 a pu lancer sa carrière en France et dans le monde avec la chanson J'ai deux amours, mon pays et Paris, j'avoue éprouver de l'admiration autant pour elle que pour cette époque. Mais je n'oublie pas bien sûr que le trait d'union des deux amours était son extraordinaire charme personnel qui rapprochait son lointain pays de notre ville lumière. Le Tibre est plus proche de la Seine que le Mississippi. Seulement, le trait d'union n'est pas notre grande Joséphine, mais ma modeste personne. Ancien pasteur luthérien, ancien dignitaire de la Grande Loge nationale française, socialiste avant même 1968 et gaulliste après, et demeurant comme tel, je reconnais avoir mauvais genre pour la bien-pensance d'aujourd'hui. Et le sujet de mon livre, tout comme mon passé, me condamne à l'omerta médiatique ou à la caricature. La plus méchante est venue, comme il fallait s'y attendre, d'un milieu catholique, affirmant à propos de cette grande saga que je me propose de vous raconter par épisode, plus il s'avance dans les siècles, c'est le lecteur, plus le lecteur pourra avoir une autre interprétation que celle de l'auteur des hommes et des événements. Trop bassement perfide pour m'affecter, mais suffisamment clair pour constituer un défi, alors je le relève bien volontiers. Et je vais commencer avec Clovis, et même un peu plus tôt, car il faut bien faire les présentations. Et j'irai jusqu'à De Gaulle, avec quelques prolongations, car le général a laissé quelques vrais héritiers, pas nombreux, il est vrai, mais ils existent, je les ai rencontrés. Une dernière réflexion pour conclure cette introduction. Le titre. Il gêne, je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, il est de bon ton de ne pas aimer les papes, de les classer même, selon des critères souvent bien étranges. Quant à l'amour de la France, ce n'est plus qu'une posture ou une formule. Il faut aimer tous les pays, être citoyen du monde, autrement dit, n'aimer personne, et n'avoir aucune racine, car ce n'est que par de tels sentiments qu'on est le plus libre en 2023. Or, qu'on soit catholique ou non, qu'on se méfie des papes ou qu'ils vous laissent indifférents, ils ont participé à la construction du pays. La France s'est constituée avec eux, ou en opposition avec eux, mais ils étaient toujours là. Quant à la papauté, s'il est bien clair que Jésus en est le fondateur, mais elle ne serait pas devenue ce qu'elle est, encore aujourd'hui, sans la France. Et à l'heure actuelle, en matière de souveraineté, c'est le Saint-Siège qui s'en tire le mieux. Pour reprendre l'ironie de Staline, ce Saint-Siège ne dispose d'aucune division armée, mais il a conservé une diplomatie toujours efficace. Tandis que la France, si l'on en juge par son retrait de bien des parties du monde, elle semble avoir mis son armée, sa diplomatie au régime de la portion congrue.
pour rester dans le langage ecclésiastique. Bien sûr, notre président de la République apparaît toujours comme très heureux de rencontrer le pape, adepte qu'il est du en même temps. Il tient le même langage d'ailleurs de la déclaration d'amour au collège des Bernardins et au temple du Grand Orient de France. Aurait-il deux amours comme Joséphine Baker ou votre serviteur? Possible. Mais contrairement à notre regretté Perle Noire et à moi-même, les deux amours présidentiels ne sont point compatibles. Et c'est là une des raisons cachées qui rend le titre de mon livre horriblement agaçant pour certains. Je veux dire par là aux Français pour qui leur pays ne commence qu'en 1789 et surtout en 1792, quand la Première République est proclamée. Ainsi, la France serait née laïque, républicaine et sociale, car chacun sait que depuis la nuit du 4 août 1789, les privilèges n'existent plus en France, et que grâce à sa triomphante philosophie des Lumières, cette même France s'est illuminée, ainsi que le monde, car elle est généreuse, cette France, elle a mis en avant pour tous le règne de la raison, affranchissant les hommes des superstitions en tout genre, dont les papes, évidemment, sont les sinistres représentants. Alors quel intérêt, dans ces conditions, de se reporter aux siècles obscurs de fréquentation des papes et de la France, siècles dont le rappel ne peut que nuire au roman républicain. Oui, quel intérêt! Cela poserait bien des questions sur l'histoire qu'on enseigne dans la grande majorité de nos écoles, comme sur son évocation dans le discours politique contemporain. Quand certains orateurs s'y risquent. Or, ce livre, voyez-vous, se propose justement de retourner à l'histoire pour mettre à jour un passé qui explique le présent et donne un espoir pour l'avenir. Parce qu'une institution, tout comme un pays, voyez-vous, demeure toujours tributaire des conditions qui les ont vus naître. Les oublier, ou pire, les trahir, conduit toujours à l'autodestruction. La constance de certaines situations a son importance sur plusieurs siècles. Et nous verrons que toutes les fois que la papauté et la France se sont entendues, ce fut toujours pour leur bien. Quand elles se sont combattues et ignorées, elles en pâtirent toutes deux. La France, principalement. Vous vous ferez vous-même une idée sur la question en suivant cette histoire. Nous aurons rendez-vous lors de notre prochaine rencontre avec Sainte Geneviève, qu'on peut considérer à la fois comme mère de Paris et mère de la France. Écrit autrement, mère, bien sûr. Femme unique en son genre, face à un roi franc, Childéric, et à son fils, Clovis. Et le pape, me direz-vous, eh bien, il n'était pas en Gaule à ce moment-là. Mais il y avait quelques évêques exceptionnels. Et surtout, Geneviève, qui, sans le titre, fut son véritable nonce apostolique.